Donc j'étais dans le public, le concert avait commencé depuis à peu près 1 heure et on a commencé à entendre des bruits très sourds qui venaient du fond de la salle. À la suite de quoi, la foule a commencé à bouger, les gens ont commencé à paniquer et à sortir. Donc j'étais dans les gradins, on s'est tous mis par terre derrière les sièges et on a commencé à ramper vers les issues de secours. Et voilà, donc on a réussi à sortir par l'escalier de secours et à se cacher dans une salle, dans une des loges. Et voilà, on s'est barricadé là-dedans et on a attendu que la police vienne nous chercher. Depuis sa fenêtre, le journaliste au quotidien Le Monde, Daniel Pseny, filme sans comprendre ce qui se passe. Des gens qui fuient en panique la salle de concert Le Bataclan à Paris. Des corps gisent par terre, des blessés. Le cauchemar avait commencé à 21h40 le vendredi 13 novembre. 3 hommes armés prennent en otage le public du Bataclan pendant près de 3 heures. L'assaut de la police est donné à minuit 20. Les 3 terroristes sont tués. 2 ont activé leur ceinture d'explosifs. Le dernier a été abattu par les forces spéciales. 89 personnes sont mortes. Il y a des centaines de blessés. Les procureurs ont ouvert ce qu'ils appellent une enquête antiterroriste. De nombreux détails restent flous. La police pense que certains hommes armés peuvent avoir pris la fuite. Le lendemain, samedi, Paris est une ville fantôme. Les Parisiens sont restés chez eux. Les monuments sont désertés par les touristes. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie que l'état d'urgence est promulgué en France. J'ai connu la guerre d'Algérie, je peux vous dire que c'est une guérilla, c'est pas une guerre. Et ça, c'est terrible de lutter contre le terrorisme. Dans le 10e arrondissement, l'ambiance est lourde. Ici, aux terrasses du restaurant Le Petit Cambodge et du bar Le Carillon, 15 personnes ont été tuées et 10 ont été grièvement blessées, victimes de tirs de Kalachnikov de la part d'individus venant d'une voiture noire. Les Français et les Parisiens se recueillent au lendemain des attaques qui ont frappé Paris. Chacun à sa façon fait preuve de solidarité. Certains déposent des gerbes de fleurs, d'autres veulent simplement être là avec la foule, ou d'autres finalement donnent leur sang, comme ici à Saint-Louis, où parfois certains Parisiens attendent plus d'1 heure pour pouvoir faire don de leur sang. Un élan de solidarité qui touche aussi le personnel médical de Paris, comme ici à l'hôpital Georges Pompidou, qui a accueilli 50 blessés dans un état grave. Quand je suis arrivé, il était 23 h. J'ai d'abord vidé le service des urgences des patients qui pouvaient attendre le lendemain. Et ensuite, j'ai appelé, comme le plan le prévoit, hein, tout ça est prévu, le personnel pour lui demander de revenir. Et là, j'ai eu la belle surprise de voir que non seulement les gens que j'appelais venaient, mais que ceux que je n'appelais pas venaient aussi. Mais ceux que je ne connaissais pas venaient aussi. Je veux dire par là qu'on a eu plusieurs médecins, généralistes du 15e arrondissement en particulier, mais pas seulement. Et donc en fait, à un moment, j'avais plus de médecins qui n'appartenaient pas à mon service, qui travaillaient dans le service, parce que les gens avaient décidé de donner un coup de main, c'était pas mal. Dimanche matin, le quartier généralement animé de Barbès, au nord de Paris, s'est réveillé plus lentement qu'à l'accoutumée. C'est un endroit multiethnique qui compte de nombreux musulmans. Tous nous disent craindre les retombées des attentats sur leur communauté. J'aimerais bien donner un conseil à tous les Maghrébins, à tous les musulmans, qu'ils soient solidaires entre eux, qu'ils manifestent, qu'ils font une manifestation contre tout ce qu'ils ont fait ces gens-là. 11 mois après les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, la communauté musulmane de France est en colère. C'est vraiment honteux qu'il salit l'image de l'islam. Parce que l'islam, c'est le sens contraire. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient, ces gens-là. À l'heure de la prière de midi, les fidèles sont rares et peu loquaces ce dimanche à la Grande Mosquée de Paris. Mais les musulmans que nous avons rencontrés sont inquiets et en colère. Leurs mots ne sont pas assez durs pour dénoncer les auteurs des attentats, mais aussi pour appeler leur communauté à se mobiliser clairement contre une terreur perpétrée au nom de l'islam. Malgré l'interdiction de rassemblement à Paris, les gens ont eu besoin de se retrouver, de se donner du réconfort et surtout de manifester dans ce lieu très symbolique qu'est la place de la République, leur détermination à ne pas laisser la haine l'emporter. Les Parisiens tentent de retourner à une vie normale, mais la question est, que se passera-t-il à la fin des 3 jours de deuil national? Les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, tentent de se positionner sur la ligne la plus dure contre le terrorisme. 3 jours de deuil national, du jamais vu sous la Ve République.
Le lundi suivant les attentats, le président français François Hollande et son premier ministre Manuel Valls se sont rendus à la Sorbonne pour y observer une minute de silence en hommage aux victimes, dont beaucoup étaient des étudiants et des professeurs. Je trouve que c'est un message fort qu'il envoie aussi à la jeunesse parce que malgré tout, c'est notre génération qui va devoir faire face à certains enjeux et certains défis plus tard. Et je trouve que c'est vraiment un beau geste et du coup, je me retrouve énormément dans ce geste et ça me fait du bien. On les appelle déjà la génération Bataclan. Ces jeunes touchés en plein cœur par les attentats du 13 novembre, au lycée Voltaire situé près du lieu des attaques, penser à l'avenir est douloureux. La génération avant nous laisse un monde en bazar, un monde de guerre. Personnellement, on a un avenir, mais pour nos enfants, on se demande si c'est vraiment une bonne chose, parce qu'il y a déjà plein de problèmes, que ça soit écologique, plein de problèmes qui touchent la planète. Donc en plus, si les humains se tapent dessus, on n'a plus aucune certitude que l'avenir sera bon. Et puis il y a ceux qui se raccrochent à l'adage « la vie continue ». Ce qui s'est passé, c'est pas ce qui va nous empêcher de vivre, j'ai envie de vous dire. On va continuer à vivre comme on le faisait avant. Bien sûr, on est attristés au fond de nous, ça nous a tous choqués. Mais je pense qu'on n'a pas de quoi avoir peur. Je pense qu'il faut profiter des instants présents et essayer d'aller de l'avant avec tout ce qui se passe malgré tout. Car les attaques ont visé des lieux de culture, de spectacles, de rassemblements, de loisirs. Alors comme un pied de nez aux terroristes, mardi près de l'Opéra Bastille, beaucoup ont choisi de prendre la vie du bon côté. Malgré la tension, malgré la pluie, ils sont venus dîner, ils sont venus savourer ces terrasses de Paris. Ils sont venus regarder un match de football, chanter en chœur la Marseillaise, dire que cette France qu'ils aiment, c'est cette France qui aime la vie. Entre-temps, l'enquête progresse et conduit jusqu'en Belgique. On apprend que c'est de Molenbeek, près de Bruxelles, qu'étaient originaires deux des assaillants, les frères Salah et Brahim Abdeslam, ainsi que le cerveau des attaques de Paris, Abdelhamid Abaoud. Les experts en sécurité avertissent que la Belgique pourrait être l'un des maillons faibles de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Et nous pourrions donc nous attendre, dans un avenir proche, à des raids similaires. Les habitants de Saint-Denis, au nord de Paris, sont sous le choc. Réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi par un assaut de la police, ils ont tout de suite pensé qu'un nouvel attentat frappait leur ville. Ce n'est qu'au matin qu'ils apprennent que des terroristes étaient retranchés dans un appartement du centre-ville. On ne sait pas qui est ces gens-là, qui est vraiment ces gens-là, qui ont débarqué ici, qui se sont dissimulés dans la population. Qui est ces gens-là vraiment? Est-ce que c'est vraiment des musulmans? Non. L'émotion s'est emparée du quartier. Mais ça fait peur. À dire que nous-mêmes, on n'est même pas en sécurité même. D'ailleurs, je peux être chez toi comme ça, tu ne sais même pas, tu n'es même pas au courant. Des terroristes au cœur de leur ville, les habitants de Saint-Denis sont sous le choc. Ici, après le cauchemar de la nuit, la vie s'est arrêtée et la peur semble s'être installée pour longtemps. Valérie Goria, Saint-Denis, Euronews.